Vous écoutez Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguez de Olmeta, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 16 octobre 2019, de 10h45 à 11h45, et réalisée par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Amis auditeurs, bonjour. Heureux de vous retrouver, comme à chaque fois. Un grand merci à ceux qui me font une communication sous quelque forme que ce soit après l'émission ou après les rediffusions. Et puis là, je viens d'arriver, j'ai pas eu le temps de tout déballer, mais je remercie ceux qui m'ont envoyé des courriers et un colis, je crois que c'est un livre. Donc je verrai ça tout à l'heure parce que nous démarrons un peu sur les chapeaux de roue. Avant de vous présenter mon invité, je vais vous faire deux annonces qui concernent la radio. Vous les avez déjà entendues, mais je pense que c'est aussi bien qu'elles soient redites. Alors, il y en a une, ça concerne un événement relativement proche, c'est-à-dire samedi 19 octobre à 11h, il y aura la messe annuelle pour le repos de l'âme des défunts de notre radio. Alors évidemment, d'année en année, la liste, hélas, s'allonge. Donc cette messe en souvenir des défunts de Radio Courtoisie aura lieu le samedi 19 octobre à 11h en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, qui est située 4 rue du Conservatoire, à Paris dans le 9e. Et c'est une église chère à mon cœur, puisque c'est l'église où j'ai fait ma première communion, où j'ai reçu le sacrement de confirmation, où mon frère et ma sœur ont été baptisés. Et pour la petite histoire, c'est comme une église qui est équidistante du Grand Orient de France et des Folies Bergères et de l'école de la Torah, qui est pas loin du Grand Orient. Vous voyez, elle est bien située, l'église Sainte-Eugène. Et elle a été construite à la demande de l'impératrice Eugénie. Alors, autre annonce qui est un peu plus joyeuse, c'est le déjeuner annuel de Radio Courtoisie qui aura lieu le 17 novembre à partir de midi. Alors, comme il y a un communiqué officiel, je vais vous le lire. Alors, célébrez avec nous, mais je pense que le Bobino va vous le redire tout à l'heure et ça sera très très bien. Vous savez, c'est ça, il faut répéter pour que on retienne. Célébrez avec nous le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Participez au déjeuner d'anniversaire de Radio Courtoisie. Bruno Gollnisch, qu'on ne présente plus, évoquera ce tournant majeur dans l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe, donc pendant ce déjeuner. Alors, le rendez-vous, c'est le dimanche 17 novembre à midi, dans le salon de la Péniche Aqua Restaurant, qui est situé face au 5 quai Marcel Dassault, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. 5 quai Marcel Dassault, Suresnes. C'est très facile d'accès une fois qu'on a trouvé, vous verrez. Alors, pour réserver, il faut le plus tôt possible, c'est donc dès maintenant, envoyer au secrétariat de la radio, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, un chèque de 49 €, poussez un peu la gomme, allez jusqu'à 50, par personne pour recevoir votre billet d'entrée. Donc, dès maintenant, vous prenez votre chéquier, vous faites un chèque et vous l'envoyez à Radio Courtoisie et vous allez recevoir votre billet d'entrée pour qu'on puisse tous se retrouver autour de Gollnisch. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec mon invité, je vous fais ma toute petite chronique de rien du tout, mais quand même un petit peu les choses que j'ai sur le cœur. Et je sais plus où j'ai mis le papier ici. Voilà. Je voulais vous parler, comme tout le monde, du voile islamiste. Vous allez me dire, c'est pas original. Alors, moi, je dirais qu'à des provocations, ça, on répond par d'autres provocations. Si c'était pas aussi sérieux, on pourrait croire qu'on est dans la cour de récréation. Mais moi, j'ai une espèce de souvenir qui est relativement récent. D'ailleurs, je me souviens quand même de l'époque, j'allais dire bénie, pour un état laïque, où Gaston Monnerville, qui était le plus beau noir, et ça dérangeait personne, était président du Sénat, où le Bachaga Boilem
même en tenue, et il était quatrième vice-président de l'Assemblée nationale, présidait souvent en tenue de Bachaga, donc le Bachaga Boilem, présidait souvent les séances de l'Assemblée nationale sans que ça pose aucun problème. Il y avait l'abbé Pierre qui était lui en clergyman dans les travées, et puis il y avait aussi évidemment le célébrissime chanoine Kir qui était en soutane. Ça ne dérangeait personne. Je me souviens que au moins 2 fois dans l'année, le grand rabbin de France, le rabbin Kaplan à l'époque, en tenue, comme s'il était en train d'officier à la synagogue, était reçu à l'Élysée. Par le général de Gaulle. Quand il y avait une élection et que le nouveau grand maître du Grand Orient de France était élu, il était reçu à l'Élysée. Il y a des cardinaux qui avaient jamais rien écrit, parce que c'est pour une obligation pour être à l'Académie française, mais des cardinaux qui siégeaient en soutane aux séances de l'Académie française. Je me souviens pas une seconde que ça ait posé le moindre problème. Ça veut dire peut-être que tous ces gens, on va dire qui étaient déguisés éventuellement, ne faisaient pas de provocation. Mais moi, je comprends pas très bien ce qui se passe, mais j'ai quand même réfléchi à une chose. Nous sommes dans une république, la République française. Tout ce que je viens de citer, ce sont des religions qui se sont moulées dans le programme de la République, dans les habitudes de la République. Et puis, il y a l'islam. Il y a toujours eu des musulmans en France, mais ils n'étaient pas beaucoup. Et puis, pour des tas d'événements que tout le monde connaît, ils sont un peu plus et pratiquent leur religion. Or, l'islam n'est pas une religion, c'est une théocratie. À partir de l'instant où on a d'un côté une république avec ses habitudes, ses règles, ses coutumes, et en face une théocratie où il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer dans le cadre de la République, mais d'autres qui ne peuvent pas, il y a forcément un combat. Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien c'est la République qui s'adapte, ou bien c'est la théocratie qui rabote 2-3 choses. C'est sûr que la théocratie, la théocratie musulmane, ça marche très très bien dans les Émirats du Golfe. C'est parfait. Ça marche déjà un tout petit peu moins bien au Maroc, où je rappelle qu'au Maroc, on n'a jamais vu Lala Asma, la femme du roi du Maroc, on a toujours vu sa merveilleuse chevelure rousse, on n'a jamais vu avec un voile. Voilà, et il y a plus de femmes voilées à Barbès-Rochechouart qu'il y en a place de Jaffna. Bon, après, ça sert de combat aux uns et aux autres. C'est bien triste et c'est bien dommage, et je pensais pas un jour qu'en France on en arriverait là. Un dernier mot. Une pensée pour ce monsieur qui, pendant presque 24 heures, a été pris pour Dupont de Ligonnès et traité comme tel. J'espère vraiment, parce qu'il est d'une discrétion absolue, il aurait pu s'amuser à venir parler dans les radios. J'espère quand même que les gens qui l'ont mis dans une situation profondément désagréable pendant une journée vont lui présenter des excuses. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je trouve qu'à l'époque où nous vivons, c'est un peu inadmissible qu'il y ait une telle confusion, alors qu'en plus l'Écosse et la France, c'est quand même pas très loin pour la communication. Et moi, ça me conforte dans l'idée d'avoir supprimé la peine de mort, parce que là, le malheureux, si ça existait encore, ça aurait pu aller très loin. Bon, je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais enfin, j'espère que ça m'arrivera jamais. Voilà, mes états d'âme. Vous pouvez me disputer en envoyant des messages ou me féliciter, ce que je préfère. Mais maintenant, on va passer aux choses vraiment sérieuses, parce que je reçois un invité de marque. J'en avais envie depuis un long moment. Ça me fait plaisir. En plus, c'est un ancien collègue, mais il a beaucoup de travail, donc il a un peu arrêté. Mais il avait une émission sur Radio Courtoisie qui s'appelait Le Livre Journal de la Lumière et l'Espérance. C'est bien ça. Donc voilà. Oui. Donc, je reçois Philippe Delorme. Je ne veux pas dire son âge, mais je le sais, je l'ai sous les yeux. Bonjour. Oui, c'est 59. 59, voilà. Donc, est historien, journaliste, animateur de radio, et que j'ai eu le plaisir, enfin je suis toujours heureux de le lire, mais quand j'étais un tout petit peu plus jeune, il me pardonnera, de le lire d'un point de vue, je trouvais que c'était toujours très très intéressant. Et maintenant, toutes les semaines, quand je reçois mon Valeurs Actuelles, que je lis pratiquement de A à Z, sauf les pages économiques, mais j'y comprends rien, mais la première chose que je fais, je saute à la page où il y a toujours l'énigme de la semaine. Alors l'énigme de la semaine, parfois ça m'a rafraîchi la mémoire, parfois ça m'a appris des choses, parfois ça m'a donné envie, parfois ça m'a laissé sur ma faim. Mais je trouve, ça a l'air de rien, comme ça c'est à peine une page entière, et je pense que c'est un énorme boulot pour faire ce genre de rubrique. Voilà, la présentation, je voulais faire de vous. Oui, on vous rappelez Point de vue, on s'était rencontrés il y a très longtemps, je crois, au Cercle Monterland, voilà, à l'époque où Jacques de Ricomont officiait encore, donc ça ne nous rajeunit ni l'un ni l'autre.
Et c'est vrai que j'ai quitté Point de Vue maintenant il y a à peu près 4 ans et donc j'ai eu la chance grâce à François Dorcival de tenir cette rubrique hebdomadaire donc dans Valeurs Actuelles, et c'est vrai que c'est à la fois très amusant, très enrichissant pour moi parce que je passe de l'Antiquité à l'affaire Dominici ou je ne sais pas, enfin voilà, on passe on se promène dans les siècles de semaine en semaine, mais c'est à chaque fois effectivement un travail très rigoureux parce que moi je considère que l'histoire est une science qui doit être traitée avec beaucoup de rigueur, enfin qui utilise, en tout cas c'est un art qui utilise une méthode scientifique, exactement. Voilà. Il faut que ce soit une science exacte. Voilà, et donc pour ce genre d'affaires, il faut vérifier énormément et j'essaye de trouver aussi des histoires qui ne sont pas nécessairement très connues. Je sors du Masque de Fer et de Louis XVII ou de la Négresse de Moret pour essayer de trouver parfois des énigmes un peu plus exotiques. Et donc, avec votre permission, j'ouvre une parenthèse. Oui. J'espère qu'un jour, les députés feront pas acte d'historien comme ils l'ont fait pour un certain moment de l'histoire contemporaine, parce qu'à ce moment-là, si d'un seul coup à l'Assemblée nationale on vote que le Masque de Fer c'était le demi-frère Louis XIV, il n'y a plus aucun historien qui gagnera sa vie en écrivant sur l'énigme. Moi, je pars du principe qu'effectivement les députés n'ont pas à légiférer en matière d'histoire, n'ont pas à déclarer que telle chose est génocide ou pas. C'est pour ça que quand on parle du génocide vendéen, par exemple, je suis assez réticent à l'idée de l'institutionnaliser par une loi ou par un décret, etc., parce que c'est pas du tout le rôle des historiens. Monsieur Nora, d'ailleurs, qui est donc à l'Académie française, avait créé une association qui s'appelait Liberté pour l'histoire, auquel je participais il y a quelques années. Je crois qu'elle continue toujours, et qui disait très simplement que c'est aux historiens de démonter les fausses, les fausses théories, les fausses histoires. Moi, j'ai écrit un livre il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait Les théories folles de l'histoire, où justement je recensais un certain nombre de ces calembredaines. On n'a jamais marché sur la Lune ou des choses comme ça. Mais c'est aux historiens d'appliquer leur méthode et de démonter comme disait Voltaire, mais il paraît qu'il ne l'a jamais dit. Je suis contre ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Bon, même je pense qu'il l'a dit, c'est très beau. Il l'a jamais dit, mais grosso modo, c'est un peu ce que je pense. Oui. Et je pense qu'il vaut mieux laisser les gens, et puis laisser les gens dire des bêtises, et puis aux historiens de les rectifier, plutôt que de leur donner une espèce de statut mystérieux en les empêchant de parler. D'autant que si 40 ans après la promulgation de la loi, dans un château, on ouvre une vieille malle et qu'on trouve des documents qui remettent tout en question. Exactement. Non, mais c'est vraiment la recherche historique n'a pas à être bridée. Alors après, il y a des lois sur la diffamation, des lois sur l'apologie de crimes de guerre, etc., qui existent, mais qui peuvent très bien être appliquées, qui n'ont pas besoin d'être... On peut raconter un crime de guerre, mais on n'est pas obligé de dire que c'était formidable. Exactement, voilà, absolument. Après, il y a des lois qui existent déjà, il n'y a pas besoin d'en faire d'autres pour ceinturer encore la recherche historique. Écoutez, je referme la parenthèse, mais c'est parce que ça m'agace un peu quand les autorités disent, voilà, c'est comme si, c'est pas comme ça. Ben non. Oui, absolument. Les historiens, c'est comme l'Inquisition, mais qui ne l'a jamais fait non plus, qui aurait dit à Galilée que la Terre ne tournait pas autour du Soleil. Mais bon, et en fait, encore une fois, ça c'est une légende. Oui, mais alors c'est en partie, en tout cas. On s'est affranchi un peu de cette pesanteur de l'Église à une époque. C'est pas pour qu'un État moderne retombe dans le système. Ouais, vous savez, on est dans une époque, à mon avis, du politiquement ou du moralement correct comme jamais. C'est-à-dire qu'on n'a jamais on n'a jamais dans l'histoire finalement eu une telle pesanteur morale sur question de racisme entre guillemets, d'écologie maintenant. On va à grands pas vers un État, vers un monde extrêmement totalitaire, où on ne pourra plus dire les choses, où on ne pourra plus l'histoire du climat actuellement. Alors je ne sais pas ce qu'il faut en penser, je suis pas climatologue, mais enfin je dirais que là on a l'impression d'être écrasé par une espèce de doctrine morale plus que par des faits scientifiques. Absolument, oui. Enfin, moi, j'en étais resté à quand j'ai froid, je mets un pull, quand j'ai chaud, j'enlève. Mais bon, on va revenir aux énigmes. Revenons à nos énigmes. Oui, pardonnez-moi, j'ai fait une digression, mais j'en profite d'avoir un homme de l'art, parce que
Bref, nous avons des agacements, ça y est, c'est fait, on l'a dit. Bon, c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est vrai. Et moi, je vous dis, j'aime beaucoup ces énigmes qui sont insérées toutes les semaines dans Valeurs Actuelles, parce que il y a des fois, ça me laisse sur ma faim. Je dis, mais faut. Et puis il y a des moments, on sait qu'on saura jamais la vraie vérité. Mais alors, vous avez soulevé un problème. Voilà, le texte est court, hein, il fait donc 3/4 de page à peu près. Donc c'est un travail, c'est un travail un peu compliqué parce qu'il faut ramasser tout en disant à peu près tout ce qu'on doit savoir sur la question. Bien sûr, certaines énigmes ne sont pas résolues. Hein, il reste encore des points d'interrogation. Dans ce cas-là, je le dis parce que le travail de l'historien, c'est aussi d'expliquer qu'on ne sait pas tout et que par moment, il y a des choses qu'on ne sait pas et probablement qu'on ne saura jamais. Donc ça, c'est il faut pas trouver une solution à tout nécessaire, nécessairement. Et ça serait pas toujours très drôle. Mais c'est vrai que voilà, c'est un travail qui demande une concision. Enfin, c'est vraiment un travail journalistique au sens que, vous savez, dans le journalisme, on peut faire 5 feuillets, comme on dit, puis le rédacteur en chef vous en enlève la moitié, c'est toujours aussi bon, ou c'est meilleur, et puis il en a encore la moitié. Donc, il faut être très humble et se rendre compte qu'on peut couper dedans. Très honnêtement, ça me fascine. Je veux dire pourquoi je referme encore la parenthèse. Je suis en train de mettre la dernière main à une histoire des théâtres à Paris. Ah oui. Et alors, passionnant. D'accord, mais je veux dire, mais je suis admiratif devant la concision de vos chroniques, parce que je me dis, on a des tas de documents, des tas de choses, dans tous les cas. C'est ce que vous venez d'expliquer. Il faut que ça tienne même pas une page entière. Là, c'est vrai que chaque sujet pourrait être l'objet d'un livre, pratiquement, mais bon. Et quelle est l'énigme qui vous a... Enfin, il doit y en avoir plusieurs qui vous a le plus enthousiasmé écoutez, il y en a plein, parce que là, bon, elles sont toutes dans le livre. J'avais fait un premier livre l'année dernière qui s'appelait Ombre et mystère de l'histoire chez Talandier, où je réunissais une 60aine d'énigmes que j'avais étoffé pour l'occasion. Alors, on le dit pour les auditeurs, Ombre et mystère de l'histoire chez Talandier. Voilà. Et alors, cette année, donc, comme ce livre a bien marché, un autre éditeur m'a proposé de reprendre 70 énigmes, 70 autres énigmes, de manière, telles qu'elles sont parues dans Valeurs Actuelles, donc sans les étoffer cette fois-ci. Donc là, c'est chez L'Opportun, c'est 70 énigmes, ça s'appelle Les énigmes de l'histoire, tout simplement. À la limite, oui. Alors, des énigmes, alors je vois sur la couverture, par exemple... Bon, il y a des énigmes très connues, par exemple comme le disque de Phaistos, qui est un disque, une sorte de galette de terre avec des signes bizarres qui ont été gravés, soi-disant à l'époque crétoise, donc dans la Grèce ancienne. Soi-disant, parce que on n'est pas bien sûr que c'est pas peut-être l'archéologue italien qui l'aurait découvert vers 1900, qui l'aurait créé de toutes pièces. Donc du coup, on l'a jamais pu le traduire parce que peut-être qu'il n'y a rien à traduire. Enfin bon, pour le moment, on ne sait toujours pas. Il y a des plaisantins dans tout ça aussi. Ah, il y a aussi des plaisantins. Sérieux, mais qui peuvent... là, je vois par exemple les Vikings du Minnesota, c'est pareil. On a retrouvé dans le Minnesota, c'est pareil, vers 1900, 1920 ou je sais plus enfin vers cette période-là, une sorte de pierre gravée avec des runes, donc des signes scandinaves, donc qui auraient laissé entendre que des Vikings seraient venus dans le Minnesota, ce qui n'est pas encore le Minnesota, vers le 12e ou le 13e siècle. On s'est rendu compte très vite que c'était une plaisanterie, effectivement, de quelqu'un qui s'était amusé à graver une pierre. Il n'y a pas eu de Vikings, même si les Vikings sont allés en Amérique au XIe siècle, mais ils sont restés sur les côtes. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, alors chapeau à ceux qui inventent ce genre de choses, et puis chapeau aussi aux historiens qui remettent les choses d'aplomb. Mais moi, ça m'amuse quelque part. Oui, là, c'est amusant. Pour rester dans ces pierres gravées, récemment, j'ai publié une énigme sur les pharaons en Australie, parce qu'alors là, on a, alors là, c'est encore plus abracadabrant parce qu'on a retrouvé, en Australie, on a retrouvé en Australie des pierres avec des signes qui ressemblent à qui sont des hiéroglyphes, mais enfin pas très bien dessinés. Donc ça a fait évidemment en Australie, qui n'a pas vraiment d'histoire. Là, ils se sont jetés dessus à bras raccourcis. On s'est rendu compte que c'était très très probablement une plaisanterie. Donc, mais enfin bon, ça a fait parler les Australiens. Et moi, je trouve chapeau à ceux qui montent des trucs comme ça, qui dans le fond sont pas très méchants. Ça entraîne pas non, ça reste, c'est plutôt des bêtises de potage qu'autre chose. Oui, c'est ça, mais bien faites quand même. Il faut quand même avoir très souvent, Vous savez, c'est comme l'histoire de Boronali à l'époque de l'Action française dans les années 20 ou 30, où ils avaient
fait peindre par un âne des toiles de soi-disant surréalistes ou abstraites qui étaient en fait signées Boranali, c'est-à-dire Ali Boron, le fameux. Il peignait avec sa queue. Il peignait avec sa queue et ça se vendait relativement cher. Mais je trouve ça formidable. Et c'est même pas une escroquerie quelque part. Non, parce que je crois qu'ils ont tout de suite. Et puis l'âne avait bien le droit de vendre ses toiles après tout. Oui. Et puis je crois qu'on a fait la même chose avec un singe et avec un éléphant, je crois. Mais alors là, de manière plus ça me dit rien, mais moi je revois un éléphant avec un pinceau dans la trompe. Voilà, c'est ça. Oui. C'est très bien. Alors, mais dans l'histoire sérieuse, quelle énigme que vous voudriez voir résolue? Écoutez, moi, comme vous le savez peut-être, j'ai travaillé il y a une vingtaine d'années sur le chœur de Louis XVII, puisqu'on avait donc ce chœur qui était conservé à Saint-Denis depuis 1975, qui avait eu un parcours assez rocambolesque, puisqu'il avait été en Italie, en Autriche, etc. Donc en ce moment-là, on avait fait cette analyse ADN qui avait permis de résoudre, je dirais à pratiquement 100% l'affaire Louis XVII, en expliquant que l'enfant mort au temple était bien Louis XVII. Donc ça, c'est vraiment l'énigme, je dirais, fétiche que je... c'est très important. Voilà, que je garde, parce que c'est aussi un peu le centre de ma carrière d'historien, parce que ça a été à la fois l'étude historique, du dossier historique allié avec l'étude génétique, et donc ces deux études mises bout à bout ont permis d'arriver à un résultat. Donc ça, c'était l'affaire qui m'a beaucoup intéressé. Après, dans celles qui sont publiées là, je ne sais pas. Écoutez, c'est un peu c'est un petit peu une. Non, il y a des histoires. Par exemple, la possession de Pont Saint-Esprit. Oui. Vous savez, c'est une histoire qui se passait dans les années 50 ou à la fin des années 40, non, 51. Voilà, exactement. Pont Saint-Esprit, qui est une petite ville très paisible du sud de la France. Et alors, d'un seul coup, les gens se sont mis à battre la campagne. Ils voyaient du sang sur les murs, des chauves-souris dans la rue. Enfin, ils se jetaient par les fenêtres. Et alors, on n'a jamais compris pourquoi cette folie subite d'une partie de la population, qui est vraiment une sorte d'épidémie de folie, comme on voyait au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, on a rapproché ça, et ça peut être une explication de ce qu'on appelait le mal des ardents au Moyen-Âge, qui était dû à une intoxication avec l'ergot de seigle, qui est un champignon dans le seigle. L'écologie. L'écologie. Il n'y aurait plus aujourd'hui, parce qu'on met des produits qui tueraient l'ergot de seigle, j'imagine. Oui, mais c'est Et donc ce champignon provoquait des hallucinations, un peu comme du LSD. Donc on voyait des choses horribles. Donc c'est une possibilité. Ou alors, mais là on tombe un peu dans le complotisme. Il faut faire attention. Ce serait l'armée américaine qui aurait expérimenté, justement du LSD, enfin des gaz au-dessus de cette ville. Ça paraît quand même assez peu probable, même s'ils l'ont fait dans d'autres pays, probablement. En tout cas, là, ça paraît peu probable. Oui, je pense que c'était... plus romantique. Mais l'ergot de seigle, oui, je pense que c'était... Alors, on avait à ce moment-là emprisonné le pauvre boulanger du coin, qui était pas vraiment coupable, mais qui avait quand même acheté du blé à un endroit suspect. Enfin, voilà. Donc, c'est probablement ça, la vérité autour de cette histoire. Non, j'aime bien ces histoires aussi... qui aurait pu être, qui rappelle un peu Simenon. Enfin, c'est la France profonde, les grandes. On a aussi, alors il est pas dans le livre celui-là, mais la statue de la Vierge. Enfin, c'était pas la Vierge, c'était Sainte Anne en fait, qui saignait à Entrevaux, je crois. Enfin, du côté dans l'arrière-pays niçois. Donc c'était dans les années 50 aussi. Donc tout ça, on est dans cette ambiance un peu. Alors, cette statue qui saignait, je m'en rappelle parce que je sais pas si vous voyez sur les grands boulevards, il y a un bar américain qui s'appelle la Maxéville. Et à côté, il y avait un petit cinéma qui avait été loué. On exposait la statue. Voilà. Et tout le monde défilait, moi y compris. Exactement, parce qu'en fait, cette statue, donc c'était dans un hôtel-restaurant de ce village, donc des Basses-Alpes. Et le propriétaire, que pas un type
très très honnête apparemment, prétendait qu'il avait acheté une statue en bois dont le doigt s'était cassé et qui saignait. Alors après il a avoué qu'il avait volé tout le monde, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que la statue a été louée ensuite à un type encore moins honnête que lui, qui effectivement est venu à Paris, l'a installé dans une, voilà, il a fait un film, il l'a tourné, même ils ont tourné un peu partout, et il a fait beaucoup d'argent. Et alors il avait même un comité d'honneur avec une douairière, un académicien. Enfin, il avait ça. Même que le curé de Saint-Eugène de l'époque était Saint-Eugène, c'est à 800 mètres, venait tous les jours voir un peu ce qui se passait. A priori, l'église a été quand même très très prudente dès le début, parce que le curé du village en question, s'est jamais trop mouillé à juste titre. L'évêque, je crois même, avait un peu condamné l'affaire assez rapidement. Donc l'église s'est jamais, je dirais, compromise là-dedans, mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours cet aspect côté du merveilleux, et puis c'était normal qu'ils viennent voir ce qui s'agissait. En même temps, c'est la preuve aussi qu'il y a probablement, peut-être un peu moins mais il y a toujours eu un besoin de sacré quelque part. Oui, il y a un besoin de sacré, mais alors qui, à mesure qu'on se déchristianise, je pense, tourne vers la superstition, quoi. C'est-à-dire que maintenant, on va plus regarder l'horoscope dans le journal féminin que d'aller à la messe, quoi. Attendez, moi je vais à la messe, mais je regarde aussi l'horoscope. Oui, ça vous avez le droit, c'est pas. Non, mais je veux dire par là que les gens, le public, le grand public, il va être beaucoup plus attiré justement par des côtés, des mystères ou des pseudo-mystères que finalement par une recherche spirituelle plus sérieuse, quoi. C'est plus facile de ne pas expliquer ce qui s'explique pas. Voilà. Et puis ça reste, ça donne l'impression qu'on est nimbé de mystère, alors que la recherche spirituelle, la recherche intérieure, c'est quand même quelque chose de plus, de plus profond. C'est un travail plus voilà, important. Absolument. Et puis, je repense encore aussi au cœur de l'enfant du temple. Là, en même temps, ça réglait des tas de problèmes à propos du temple. Mais il y a bien eu je me souviens, il y a une cérémonie à Saint-Denis Alors, on avait fait, donc, en 2000, il y a eu on a... Le duc de Beaufremont. Voilà, on a d'abord présenté les résultats au musée de l'école de médecine avec le prince Louis-Alphonse de Bourbon qui était là. On avait présenté d'ailleurs la statue de Louis XVII que mon épouse avait réalisée, qui maintenant est au musée de la chouannerie à Plouarnel, à côté de Quiberon. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc, 4 ans plus tard, effectivement, en 2004, il y avait une grande cérémonie à Saint-Denis pour la redéposition officielle de ce cœur dans la crypte. Maintenant, on peut le voir, il est dans une petite... niche avec du verre, l'urne, c'est une urne de cristal, on le voit très bien dans cette niche. Donc en 2004, il y avait eu une très belle cérémonie avec le duc de Beaufremont, avec différents princes de Bourbon, Habsbourg, etc., qui étaient là, qui étaient non pas descendants de Louis XVII, mais petits cousins en ligne paternelle ou maternelle. Et donc, ça avait été une très belle cérémonie. Et ce qui était assez étonnant, c'est que la population de Saint-Denis, qui est pourtant une population assez bigarrée, était très intéressée. Il y avait des centaines de personnes devant l'église, devant la cathédrale, qui regardaient, qui étaient intéressées. Donc, ça montre bien que même cette population venant des 4 coins du monde, si on leur donne quelque chose, si on leur donne des traditions et des racines françaises, ils vont venir. Et d'ailleurs, des gens qui visitent des écoles, qui visitent, pas forcément. Non, mais c'est les racines de la France. Et puis, s'ils sont amenés à rester en France, il faut qu'ils soient, qu'ils s'imbibent de ces racines, si on peut dire. Ouais. Je voulais vous en faire. Je vous cache pas, j'y étais, mais j'avais pas envie de raconter. J'y vais faire ça mieux que moi. Donc voilà. Non, mais il y avait ce que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était l'abbé Chenu, je crois, qui avait fait cette espèce de petit speech, on peut pas parler d'une homélie, mais un peu improvisé dans la crypte, où il s'était adressé au cœur en disant Majesté, Sire, comme s'il s'adressait au petit roi, et c'était très émouvant. C'était très très émouvant comme texte. Effectivement, on était un grand moment d'histoire, mais c'est un grand moment d'émotion aussi. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui
s'intéressent pas trop à l'histoire et qui, dans des instants pareils, là, revivent des choses. Il y avait le fils du prince Karl-Emmanuel de Bourbon-Parme qui avait à peu près l'âge de Louis XVII, qui portait l'urne, tout ça. Enfin bon, c'était assez beau, oui. C'est la France qu'on aime. Voilà. Oui. Alors, attendez, on a un message d'auditeur, donc ça prouve qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, c'est très sympathique. Et il nous dit, vous avez parlé d'inquisition en Espagne, entre autres. Mais aux États-Unis, on a brûlé des sorcières et d'autres personnes innocentes soupçonnées de sorcellerie. Oui, bon. La sorcellerie, c'est finalement, paradoxalement, on associerait plutôt la sorcellerie au Moyen-Âge. En fait, c'est plutôt un phénomène. En fait, cette chasse aux sorcières, c'est un phénomène plutôt du 18e siècle, assez tardif finalement. Une espèce de psychose, effectivement, autour de l'idée qu'il y aurait des sorcières. Qui a perduré même encore un peu plus loin. Oui. Quand je vois dans le Berry, quand j'étais môme, alors on les brûlait plus, on disait celle-là, c'est une sorcière. Oui, parce qu'il y avait des pratiques, alors qui pouvaient être soit des pratiques magiques, mais qui, à mon avis, ne fonctionnaient pas, mais aussi l'usage de certaines herbes, des pratiques qui pouvaient être bénéfiques, qui pouvaient mettre. Voilà, si on avait une verrue, si on mettait telle ou telle plante, ça pouvait très bien la soigner. Écoutez, c'est très étonnant. Je suis allé faire un tour en Camargue et autour, et dans un tout petit village de l'arrière-pays, qui est un très beau village, qui s'appelle je sais plus comment, parce qu'il y a la plus petite cathédrale de France. Oui. Bon, bref, il doit rester 40 habitants. Ouais. Je vous dis que pour aller déjeuner, ça doit pas être simple. Mais alors, il y a plus de médecin, il y a plus rien. Il reste une vieille boutique de boucherie qui est complètement déglinguée, on voit rien du tout. Mais il y a sur une porte, il n'y a pas écrit médecin de telle heure à telle heure, il y a écrit sourcier. De telle heure à telle heure, etc. Et ça doit être le seul personnage du coin qui doit pouvoir apporter quelques soins. Oui, alors la radiesthésie, tout ça, c'est... alors, il y a dans ces fameux mystères, il y a toujours des radiesthésistes qui prétendent trouver... vous savez, c'était le trésor de Gisors, le trésor des Templiers, ou la Bessonnière, voilà, dont je parle aussi. Alors, notre ami me fait signe qu'on va lancer le bobino du déjeuner. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Radio Courtoisie se devait de célébrer cet événement qui fut un tournant majeur dans l'histoire de l'Allemagne et de l'Europe. Rejoignez-nous le 17 novembre 2019 à midi. Venez déjeuner dans le salon de la Péniche, l'Aqua-Restaurant, situé face aux 5 quais Marcel Dassault, à Suresnes, avec nos patrons d'émission, avec Bruno Gollnisch, qui évoquera comment il a vécu sur place la chute du mur et dénoncera la désinformation qui s'ensuivit. Réservez dès maintenant votre place en envoyant un chèque de 49 € par personne à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris 16e. Rappelez-vous, dimanche 17 novembre, à midi, sur l'Aqua-Restaurant, 5 quai Marcel Dassault, à Suresnes. Nous comptons sur votre présence pour cet anniversaire exceptionnel qui marquera les 32 ans de Radio Courtoisie. Eh bien, nous nous y retrouverons et peut-être qu'autour de la table, on parlera un peu des livres de notre ami Philippe Delorme. Donc, on revient à nos moutons, si j'ose dire. Donc, vous avez vu la fin du message. Oui, alors il y a deux questions. Sur le masque de fer, le masque de fer, par définition, on ne peut pas faire d'analyse ADN. Notons que le masque de fer n'existe plus et peut-être n'y a jamais-il eu de masque de fer, mais seulement une sorte de masque de cuir ou de velours. Bon, l'idée que ce soit le frère jumeau de Louis XIV est complètement farfelu parce que c'est une invention de Voltaire. Voltaire c'est séduisant quand même. C'est séduisant et puis ça a surtout permis à Dumas, Alexandre Dumas, comme il disait, de violer l'histoire en lui faisant de beaux enfants parce que cette histoire de masque de fer, évidemment, étant jumeaux échangés, etc., ça permet tous les romans possibles. Bon, non, probablement que ce masque de fer... Alors, Jean-Christian Petit-Fils... dit que c'était un valet d'Auger ou d'Angers qui aurait surpris des secrets d'État. Moi, je pense que c'est surtout une affaire qui a été montée en épingle par le geôlier donc Saint-Mars qui voulait se faire mousser en disant, voyez, j'ai un super client, un super prisonnier, etc. Donc il s'est fait un peu de publicité, je dirais, autour de ce personnage qui était peut-être simplement un prisonnier masqué, comme ça se faisait beaucoup. D'ailleurs, à la Bastille, beaucoup de prisonniers étaient enregistrés sous des faux noms. Certains portaient effectivement des masques, etc. Donc ça n'a rien de... Bon, je crois qu'on a beaucoup phosphoré sur cette affaire alors qu'elle était sans doute moins importante. C'est une chose aujourd'hui, quand vous avez un loulou qui s'est fait arrêter en banlieue, il sort du commissariat, il a son blouson sur la tête. Voilà.
Ouais, c'est le masque le masque de Nike ou de. Oui, c'est ça, voilà. Et à la limite, on peut écrire un roman après. Puis après, alors en Pennsylvanie, ils auraient découvert des traces d'animaux fabuleux. Bon, alors les fabuleux, il y a le Yéti au Tibet, hein, bien sûr, qui est une sorte de grand singe, mais c'est vrai qu'il y a un Yéti en Amérique du Nord qu'on appelle le Bigfoot, c'est-à-dire le grand pied, hein, qui est une sorte de singe un peu fabuleux parce que personne l'a jamais vraiment vu, mais qui est aussi dans la mythologie des Indiens, des Amérindiens, qu'on appelle le Sasquatch ou quelque chose comme ça. Et donc il y a cette idée d'un grand singe. Bon, s'il y avait un grand singe, il serait pas tout seul, puisqu'il faudrait il faudrait bien qu'il se reproduise. Donc probablement s'il y avait des populations de grands singes qui se promenaient dans la nature, on le saurait, comme le monstre du Loch Ness, hein, d'ailleurs. S'il y avait un monstre, alors la bête du Gévaudan, je crois pas l'avoir traité, mais je crois qu'on n'a pas encore vraiment de réponse. Il y a certainement un grand loup qui a sans doute commis un certain nombre de ces forfaits. D'ailleurs, Louis XV l'avait fait tuer, on l'a ramené à Versailles, donc ce loup a existé. À côté de ça, est-ce qu'il y a eu des êtres humains qui en ont profité pour perpétrer des crimes ? Bon, l'affaire, effectivement, n'est pas encore très, très, très claire. Mais je la traiterai un jour, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Ah bah oui, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, d'autant que j'en profite, si on a des auditeurs belges, j'ai aussi une rubrique maintenant depuis un mois dans le Soir Magazine, donc le Soir Mag, qui est un hebdomadaire, et donc j'ai aussi une rubrique d'énigmes et de mystères toutes les semaines. Voilà. Quand je suis descendu en Camargue, c'était une petite croisière sur le Rhône. Donc une croisière, on dîne avec les gens. Oui. Et alors, on choisit pas, hein, vous êtes à la table. Et à ma table, il y avait un monsieur belge qui m'en a parlé. Ah, bon, oui. Oui, il était venu faire cette petite croisière. Et puis, on parlait journaux, histoire, machin. Et c'est moi qui lui ai dit, dans Valeurs Actuelles, il m'a dit, voilà. Ainsi que donc, ici en Belgique. Voilà, depuis un mois, j'ai une rubrique mystère qui est à peu près de la même longueur, un tout petit peu plus longue, mais donc ça me permet de démultiplier les énigmes. Mais si vous lisez le Soir Mag, voilà, vous me retrouverez aussi. Mais je crains qu'on vous copie, parce que c'est une idée épatante, ça. Oui, je suis pas propriétaire de l'idée, hein. Après, c'est vrai que je pense que j'en trouve en tout cas qui sont plus originales que celles qu'on revoit la plupart du temps. Vous savez, j'ai déjà une liste, alors je peux continuer très longtemps parce que j'ai une liste de plus de 300 histoires possibles, au moins. Oui. Alors on peut les retrouver aussi bien. C'est vrai qu'en cherchant sur Internet ou dans les magazines ou dans les livres, très souvent je tombe sur une idée et je la mets sur ma liste, donc j'ai encore beaucoup de réserves. Et ça, je trouve que c'est une idée formidable. Et je vois même les jeunes gens qui sont pas toujours férus d'histoire. Oui. En plus, évidemment, il y en a pour 5 minutes. Vous pouvez, justement, j'avais ma pharmacienne ce matin qui me dit j'ai acheté votre bouquin, alors j'en lis un le matin. Oui, c'est presque une prescription, une potion. J'en lis un le matin en venant au travail et puis un le soir. Donc c'est très, c'est très facile à lire. C'est ça l'intérêt. C'est pas casse-pied, pas du tout. Parce que quand on a un pavé, oui. On n'en sort pas. Il y a un journaliste de Rivarol qui me disait il y a 2-3 jours, il disait, moi j'aime pas les pavés. Si c'est un gros pavé qui traite d'un sujet profondément intéressant, tant mieux. Mais j'aime pas les pavés de 500 pages pour traiter d'un sujet banal. Oui, puis c'est souvent... moi, si vous voulez, j'essaye d'en donner pour leur argent à mes lecteurs. Oui, c'est-à-dire que j'essaye pas de faire des phrases. J'essaie que dans chaque phrase, il y a au moins une information et que ce soit suffisamment prédigéré pour que ce soit relativement facile à assimiler ensuite. D'ailleurs, on peut dire, moi, j'ai pas du tout envie de faire de la publicité, mais je le fais quand même, que dans l'ensemble, c'est un peu tout ce qui se fait dans Valeurs Actuelles. Oui. Je dirais que Valeurs Actuelles, c'est un des derniers magazines qui fait du vrai journalisme et qui fait des vraies enquêtes sérieuses, qui se contentent pas de remplir les blancs entre les pages de publicité comme font la plupart des magazines. D'ailleurs, il y a très peu de publicité. En plus, c'est des publicités ciblées. Exactement. Donc, c'est vraiment un magazine qu'on achète pour le lire et où il y a vraiment du travail de journaliste, d'enquête. Je retrouve de temps en temps un peu le souffle de Beckett.
Oui, son fils y travaille. Ah oui, voilà. Cyril, donc, voilà. Voilà. Donc il y a l'esprit qui... Absolument, oui. Bon, on fait de la publicité pour les excellents journaux. Écoutez, oui. C'est très bien. Mais si on veut retourner donc de mon livre, là, voilà. des énigmes de l'histoire qui paraît aux éditions de l'Opportun, donc c'est 70 de ces histoires. Il y a des histoires qui sont connues, comme la Tour de Nesle, par exemple, mais où j'essaye de démystifier aussi un petit peu vous savez, la Tour de Nesle, on imagine cette tour qui se trouvait à peu près à l'emplacement de l'Institut aujourd'hui, et sur lequel les belles filles de Philippe le Bel auraient fait des galipettes avec les frères Donnet. Bon, on se rend compte que ça, c'est très postérieure à l'histoire, que les belles filles de Philippe le Bel aient eu des amants, ça c'est avéré, les amants ont été exécutés, tout ça elles ont été emprisonnées, tout ça est tout à fait historique. Après, que ce soit passé à la Tour de Nesle, c'est très peu probable, parce que la Tour de Nesle était un lieu de garnison, voilà. Donc il y avait un hôtel qui était l'hôtel de Nesle à côté, effectivement, où les choses auraient pu se passer, mais on n'en a aucune preuve particulière. C'est simplement François Villon qui parle un siècle plus tard des amants qui auraient été jetés en Seine dans un sac, etc. Voilà. Donc tout ça, mais bon, après c'est vrai que la malheureuse Tour de Nesle a sans doute été diffamée dans cette histoire. Il s'y est rien passé de condamnable, en tout cas dans ce domaine. Enfin, en tout cas, les deux sœurs, elles avaient plus d'un tour dans leur sac. Exactement. Et puis qu'elles aient eu des amants, c'est tout à fait avéré. D'ailleurs, ça a provoqué la fin de la dynastie des Capétiens directs, parce que du coup les trois fils n'ont pas eu d'épouse pendant un certain temps, et puis voilà. Donc on est passé aux Valois. Mais bon, vous avez d'autres histoires, effectivement, qui peuvent... les crânes de cristal aussi, par exemple, les fameux crânes de cristal. C'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut démystifier, parce que si on a regardé Indiana Jones, évidemment, on imagine que c'est des crânes que les Amérindiens, enfin, je sais pas si c'était les Aztèques, les Incas, ou je ne sais quoi, ou les Mayas avaient cachés dans la jungle américaine. Et en fait, ces crânes de cristal, on s'est rendu compte actuellement que ça a été fabriqué au 19e siècle par pratiquement, enfin en Allemagne, dans chez des spécialistes du cristal, qui avaient d'ailleurs des outils déjà assez modernes. On voit les traces de ces outils. Donc finalement, ces histoires, et c'est l'époque où on était très friand, vous savez, de tables tournantes, de boules de cristal, etc. Donc les Allemands fabriquaient ces crânes pour les voyantes, les pythonisses, etc. du début du XXe siècle. Et en fait, elles n'ont jamais été en Amérique. Il y a une part de génie de monter des coups comme ça à partir de... Et oui, et puis alors après, évidemment, c'est beaucoup plus attirant d'imaginer qu'elles ont été trouvées dans une pyramide maya bien sûr. Que au fin fond de la Bavière. Bien sûr, tout à l'heure, on a cité votre épouse. Je voudrais bien qu'on en dise quelques mots, quand même. Alors, j'en serais très, très heureux. Donc, c'est Catherine Kern qui est sculptrice. Voilà. Alors, je dis sculptrice. Vous allez me dire, il faut dire sculpteur, mais moi, je dis directrice, je dis bien actrice. Je vois pas pourquoi je dirais pas sculptrice. Oui. Voilà. Voilà. Mais moi, je voyais, j'avais écrit sculpteur. Oui, bon, peu importe. Enfin, elle fait des sculptures, en tout cas, c'est certain. Elle est artiste. Et celle qu'on a vaguement évoquée tout à l'heure, là, c'est celle du comte de Paris. Voilà. Donc, elle a, alors actuellement, elle a déjà plusieurs statues qui sont dans des lieux prestigieux, en particulier à la cathédrale de Versailles, donc un Saint-Louis qui y est depuis 2005. Il y a un Saint-Louis enfant, donc que le comte de Paris avait donc commandé l'année dernière, donc le comte de Paris qui vient de décéder en début d'année, qui l'avait commandé pour Saint-Germain-l'Auxerrois. Donc elle est à Saint-Germain-l'Auxerrois si vous voulez la voir. Elle est dans une petite chapelle dédiée à Saint-Louis d'ailleurs. Et puis elle a aussi effectivement, donc on parlait tout à l'heure de Louis XVII qui est maintenant au musée d'histoire de la chouannerie et des guerres de l'Ouest de notre ami Rénal Sécher à Plouarnel, donc à côté entre Auray et Quiberon. Et puis là, elle a donc son dernier travail est un buste donc du feu comte de Paris mort cette année, donc Henri. Destiné à la chapelle de Dreux où il est enterré. Donc là, pour le moment, le buste il est fabriqué, mais il doit être ensuite tiré en marbre
Et donc, il y a une souscription. Enfin bon, les choses sont en train de se mettre en place. C'est prestigieux d'avoir dans la chapelle royale de Dreux. Ah bah tout à fait, oui, parce que c'est un lieu de sculpture assez extraordinaire où on a des gisants du 19e siècle qui sont très très beaux. Et qui maintenant, j'ai fait mon service militaire à Dreux, donc j'étais très souvent, allé à la chapelle royale. Mais je vois aujourd'hui cette chapelle royale qui domine un peu la ville. Quand on voit ce qui est devenu Dreux, c'est quand même un symbole d'espoir aussi, en se disant quand même... Alors, vous savez que l'actuel comte de Paris, donc le prince Jean, y habite depuis une dizaine d'années avec ses enfants, sa femme et donc toute sa famille. Donc, il est... Moi, je trouve que c'est bien qu'il habite là, finalement, parce qu'effectivement, il habite à la fois dans un lieu d'histoire et en même temps au milieu de la France réelle, si on peut dire de la France d'aujourd'hui, en tout cas. Donc ils sont en contact. D'ailleurs, il fait pas mal de choses et son épouse aussi dans le domaine de la municipalité, enfin des associations locales. Donc ils sont au contact. Ils sont pas dans un château, je dirais, dans une tour d'ivoire. Ils sont vraiment au contact de la population. C'est pas franchement un château non plus. Ils habitent pas dans un château. C'est une dépendance de l'église de la chapelle qui est une. Et moi j'ai toujours trouvé ça à la fois sympathique et intelligent. Oui, plutôt que d'habiter à Paris dans un appartement, plus ou moins. Là, au moins, il y a quand même le symbole de la chapelle royale, donc il est dans un lieu chargé d'histoire et en même temps, ils voient ce que ils voient ce que la France d'aujourd'hui. Donc ils sont pas enfermés dans un monde factice en tout cas. Moi, je mets beaucoup c'est pas facile, mais je mets beaucoup d'espoir dans le prince Jean. Écoutez, il fait beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a eu récemment, cette semaine, un article dans un journal anglais, le Herald Tribune ou quelque chose comme ça. Et la semaine prochaine, il va passer au journal de TF1, samedi ou dimanche, je crois. Donc, un grand sujet sur lui, à Dreux, justement. Voilà. Donc, c'est effectivement un prince qui bouge, qui essaye de tenir sa place et qui s'amuse pas dans la mondanité et qui est pas mondain et qui est en plus très sérieux, très attaché à la fois à ce qu'il représente, qui a une belle famille maintenant. Il a trois filles et 2 fils. On voudrait qu'il ait plus de fils, mais bon, on va nous traiter de misogyne alors. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est très bien. Dès le départ, quand il avait créé Jean de France, je sais pas pourquoi je le sentais bien. Ce qu'il y a, c'est que pendant très longtemps, il avait un peu les ailes, non pas coupées, mais enfin, son père étant là, il pouvait pas non plus en faire trop, parce que son père étant le chef de famille, il fallait qu'il reste relativement discret. Maintenant, il a, je dirais, les coups des franches et donc il peut y aller. On espère pour lui. Il sera d'ailleurs samedi au mariage du prince Napoléon. Puisque le prince Napoléon épousant une Habsbourg, enfin une arrière-petite fille de Charles Zita de Habsbourg, aux Invalides, donc un mariage prestigieux. Et il a invité donc son cousin puisque le prince Napoléon, il est aussi Bourbon, Orléans, il est tout ce qu'on veut. Il a vraiment Donc le prince Jean et la princesse Philomena seront aux Invalides pour le mariage du prince Napoléon. Donc c'est 2 traditions qui se retrouvent et qui sont il faut rien jeter dans les pages du livre de l'histoire de France. Il n'y a pas grand chose à jeter en définitive. Alors, je vois que vous avez amené votre livre sur Notre-Dame. Ça, alors quelques mots, parce qu'en ce moment Notre-Dame c'est malheureusement très à la mode. Oui, alors donc à la suite de l'incendie, je rappellerai pas les circonstances. Je pense que c'est surtout une négligence. D'après ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai pu parler avec des gens de la protection, enfin de la surveillance, etc. Apparemment, la société de surveillance qui était chargée de la protection du chantier, qui est une société privée, avait délégué un type qui parlait à peine français. Donc, quand au téléphone, on l'a appelé pour lui dire qu'il y avait de la fumée, il n'a pas très bien compris. Il est allé voir une demi-heure après. Enfin bon, il y a eu certainement des cafouillages qui expliquent ce désastre. C'est quand même. Donc enfin c'est bon. C'est hélas classique. Il y avait eu à Nantes la même chose il y a une vingtaine d'années. En même temps, je dirais que cet incendie c'est un mal pour un bien parce que ça a mis en relief les graves problèmes
connaissait la cathédrale, hein, parce que avant même qu'elle brûle, il y avait des pierres qui étaient en très mauvais état. Il aurait fallu refaire des tas de choses et on délayait, on traînait, voilà, de plus en plus. Donc là, au moins, on sait qu'il va falloir refaire le travail à fond. Donc voilà, au moment de cet incendie, je me suis dit, il faut faire un livre très très rapidement, et je me suis dit une anthologie de textes historiques et littéraires sur Notre-Dame. C'est quelque chose qu'on peut faire en un mois et qui sera qui permettra au public de retrouver à la fois cette histoire, depuis depuis la construction de la cathédrale au XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, à travers les grands événements, alors à la fois traduits à travers des textes littéraires, hein. Il y a par exemple Michel Zévaco, le fameux auteur des Pardaillans, qui raconte le mariage du futur Henri IV et de Margot. Alors Michel Zévaco, qui était un bouffeur de curé, et donc évidemment il en dit le plus grand mal de cette pauvre Catherine de Médicis, etc. Mais enfin la description de la cérémonie est assez bonne. Et puis après on a bien sûr on a Notre-Dame de Victor Hugo, mais on a aussi les grands événements qui ont eu lieu à Notre-Dame, les sacres de Napoléon, les baptêmes, voilà, le Tédéum de la Libération, qui suivait d'ailleurs le requiem que le maréchal Pétain était venu présider 3 mois auparavant avec la même population dans les rues. Ça c'est autre chose. Mon père me le disait. Pétain est arrivé, je crois que c'est en avril 44, donc il a été accueilli à Paris par 1 million de personnes. Il y avait 1 million de personnes 3 mois plus tard pour De Gaulle. Donc, je pense que De Gaulle n'était pas n'était pas dupe de la loyauté de la population parisienne. Mais tous ces événements aboutissent à Notre-Dame. Les obsèques des chefs d'État, Saint-Sulpice. Alors là, c'est eu lieu à Saint-Sulpice parce que c'est la cathédrale par substitution, mais on a eu les obsèques, donc bien sûr sous la Ve République, De Gaulle, Pompidou, la messe, Mitterrand, qui étaient soit des vrais obsèques, soit simplement des cérémonies de souvenirs. On reçoit le monde entier à ce moment-là. Mais déjà sous la Troisième République, il y avait eu Doumer lorsqu'il a été assassiné. Auparavant, il y avait eu Félix Faure qui était mort en bonne compagnie. Et puis aussi Sadi Carnot qui avait été assassiné également. Donc à chaque fois, il y avait eu des cérémonies à Notre-Dame, et même après la laïcité, justement, même après la séparation de l'Église et de l'État, il y a quand même toujours eu l'idée d'aller à Notre-Dame. Voilà. La preuve, Chirac. Voilà, exactement. Alors Chirac était chrétien, assez croyant, je pense, hein, et donc, en tout cas, il avait, mais même Mitterrand, qui pourtant était agnostique, mais quand même était, qui était très travaillé. Il disait les forces de l'esprit, hein, etc. Et à l'époque, Monseigneur Lustiger, d'ailleurs, avait fait une homélie très très belle en disant, vous voyez, quand même, au moment suprême, on revient quand même bien sûr, aux fondamentaux. Voilà, exactement. Et en même temps, là, je viens de penser à Chirac. Tout ce que vous venez de dire à l'instant prouve aussi quand même que la France a peut-être des racines chrétiennes quand même, hein, puisque. Oui, pour le moment, oui, mais c'est vrai que vous savez, c'est une question de démographie, hein. Vous parliez tout à l'heure de la population musulmane, mais à partir du moment où cette population est majoritaire dans certains quartiers, c'est elle qui impose sa loi, et je dirais qui impose sa présence. Pas la loi, mais après ça vient tout seul. Je dirais la question, c'est pas qu'il y ait des femmes voilées, c'est qu'on les ait admis à venir en France. À partir du moment où on fait venir en France des gens qui sont d'une autre culture, on peut pas leur demander nécessairement de quitter cette culture. Surtout si en plus ils sont majoritaires dans les lieux où ils habitent. C'est normal qu'à ce moment on trouve des restaurants différents. C'est comme je dis souvent, c'est comme si on invitait des renards dans un poulailler en leur disant vous enlevez votre dentier. Non, des renards sont des renards. Enfin sans question. Côté péjoratif, hein, je veux dire, mais simplement, c'est à partir du moment où la démographie bascule, c'est normal que c'est la démocratie, hein. La démocratie, c'est si vous êtes 50% plus 1,
Voilà, vous imposez votre mode de vie. Dans mon quartier, le Bas-Montmartre, il y a maintenant plus de restaurants à couscous qu'il y avait. Bien sûr. Alors le problème, c'est est-ce qu'il faut accepter cette immigration, est-ce qu'il faut favoriser. Alors cette immigration, elle a existé, elle existe encore. Donc c'est un fait maintenant. Mis à part la possibilité d'aller à l'envers, bon, ça sera difficile. Bon, donc je pense qu'il faut faire avec et essayer au maximum d'arranger les choses. Mais si on fait venir encore plus de population musulmane, c'est évident qu'au bout d'un moment, ils seront majoritaires et qu'ils instaureront la loi. Voilà. Il nous reste 4 minutes. Alors, je vous invite à me faire votre publicité. Alors, ma publicité, voilà. Alors, les énigmes de l'histoire. Donc, c'est un petit livre qui coûte pas très cher, 12,90, donc, qui reprend 70 histoires, donc, 70 énigmes, donc, parues dans Valeurs Actuelles, aux éditions de L'Opportun. Alors là, c'est un livre qu'on peut lire, effectivement. Chaque histoire fait 2 pages, donc on peut en lire une avant de se coucher, pour dormir. Ou alors, au contraire, on va pas dormir parce qu'on va se poser des questions toute la nuit. C'est possible. Je pense plutôt ça. Et puis, donc, La légende de Notre-Dame, ça, c'est un livre d'anthologie, une anthologie, donc, de textes littéraires et historiques sur Notre-Dame. Donc, c'est aux éditions du Cerf. Avec une partie d'ailleurs qui sera reversée à la Fondation Notre-Dame en faveur de la reconstruction, qui, à mon avis, sera à l'identique. Maintenant, on va de plus en plus vers qui serait dans le fond le plus logique, le plus simple, parce que c'est pas très compliqué de reconstruire en bois une charpente. Ce serait en tout cas l'idéal, je pense. Et ça permettra en tout cas de consolider, parce que ça, il y a beaucoup un travail de consolidation nécessaire et très très urgent à faire sur les murs aussi avant de reconstruire le toit. On arrive à la fin, encore un peu. Bon. Moi, je vous avoue que j'ai un vœu et je demande à la Providence, je demande à Dieu de pouvoir le réaliser. Je voudrais pas m'en aller sans avoir revu Notre-Dame debout. Écoutez, je pense que oui, vous m'avez l'air en forme, ça devrait aller. Non, mais ce qui est bien en plus, c'est que quelques mois avant, on avait cartographié avec des appareils 3 dimensions 3D, donc on sait exactement où étaient les poutres, etc. Donc on peut refaire les choses à l'identique. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas du tout. Va pas falloir couper des chênes centenaires, etc. D'abord parce que les forêts sont faites pour ça et qu'elles repoussent, et donc c'est le but d'une forêt d'ailleurs. Mais en tout cas, ces chênes, au Moyen-Âge, on utilisait au contraire des petits chênes, même certains qui étaient tordus, etc. Vous savez, on faisait dans l'économie au Moyen-Âge, on reprenait les choses telles qu'elles étaient et on faisait avec. Donc on n'a pas besoin de chênes immenses, on n'a pas besoin qu'ils soient secs non plus parce qu'ils vont sécher sur place. Voilà. Donc la toiture, ça peut se faire en moins d'1 an. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt les murs qu'il va falloir restaurer, changer des pierres, vérifier les vitraux, etc. Donc tout ça, c'est ça. Enfin, le président de la République aura peut-être pas, quand il a dit 5 ans, il s'est peut-être pas trop trompé. Donc, non, je pense que si on fait comme ça, on devrait y arriver, à condition de pas faire une piscine sur le toit comme il voulait à un moment. Mais enfin bon, on va essayer. Donc, alors moi, je vais pouvoir y arriver aussi. Oui. Écoutez, on se redonne rendez-vous dans 5 ans. On fait une émission le jour de l'inauguration. Absolument, d'accord. On se verra entre-temps, j'espère. Je crois que voilà, on est... Il reste 1 minute. J'en profite. Alors, les énigmes de l'histoire aux éditions de L'Opportun. Voilà. Et moi, j'annonce que dans 4 semaines, Dieu voulant, je parlerai de théâtre amateur avec des jeunes gens qui m'ont demandé de parler de théâtre amateur. Genre, écoutez, je vous offre mon micro, on verra bien. Bon, très bien. Oui, simplement, le livre, il est disponible aussi sur la boutique en ligne de Valeurs Actuelles. Donc, si vous allez sur la boutique, vous pouvez l'acheter directement. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être venu. Vous venez d'entendre Chronique de la vie parisienne, dirigée par Jean-Paul Chériguès de Olmeta, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 16 octobre 2019, de 10h45 à 11h45, et réalisée par Philippe.
N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.